merci de nous rejoindre pour cette deuxième session cybersécurité, privacy et blockchain. Et donc on va commencer avec une présentation de Sim Trapelsi, expert sécurité à SAP, et qui va nous parler du problème de partage de code, parce que dans le code qu'on partage dans l'open source, il peut y avoir des choses qu'on ne peut pas partager, des secrets. Donc à toi. Merci. Je travaille pour SAP Recherche, Sécurité. En gros, ma spécialité depuis quelques années, c'est tout ce qui est fuite de données, toutes sortes de fuites de données. Et il y a à peu près 3 ans, on s'est un peu plus intéressé sur tout ce qui est fuite de données dans les plateformes de partage de code, comme GitHub notamment. Parce que SAP utilise beaucoup GitHub et on s'est rendu compte que GitHub ou GitLab était une des sources de fuite de données qui étaient liées à SAP et aux clients SAP et tout ce qui est software provider. Alors, donc la fuite de données, je vais commencer par bien sûr les cas réels, ce qui s'est passé. Uber, en 2016, c'est assez ancien, où justement 57 millions d'entrées liées à leurs utilisateurs, donc utilisateurs c'est clients et chauffeurs, ont été exposés juste à cause de mots de passe, de username password qui étaient publiés sur leur repository Git. Alors donc ça c'est un cas disons assez volumineux, mais le cas le plus récent c'est SolarWinds. Vous avez sûrement entendu parler de SolarWinds où il y a eu tous les outils offensifs qui étaient utilisés par la NSA qui ont été publiés. Pareil ici il s'agit d'un stagiaire qui a fait un push d'un code qui contenait l'accès au serveur FTP. Alors, le CEO de SolarWinds a blâmé le stagiaire, ce qui est injuste et facile, parce que forcément, ce n'est pas la faute du stagiaire, mais c'est la faute de leur système de processus de développement et de sécurité. Donc, on ne peut pas blâmer un stagiaire d'avoir poussé publier des mots de passe, mais il faut mettre en place un système et un scan. Donc on va parler de ça aujourd'hui. Alors pourquoi les raisons, l'origine du problème, c'est en fait quand on publie notre code source, l'idée c'est de ne pas faire ça, de ne pas faire une porte codée et mettre le code juste après. Première raison, c'est parce qu'on ne suit pas le développeur qui va publier ça ne va pas suivre les standards de développement classiques, à savoir ne jamais laisser un secret en clair dans un code source. Donc un secret, ça peut être bien sûr mot de passe, clé privée, mais aussi une adresse IP interne, aussi des noms, des adresses. Il y a énormément d'informations confidentielles qui ne sont pas censées rester dans du code, et notamment si ce code est publié dans une plateforme qui pourrait être publique ou même en interne. Je vais en parler un petit peu plus tard. Donc, bien sûr, quand on a un mot de passe, l'idée, c'est d'utiliser des Secure Vault, par exemple, pour sécuriser l'accès au mot de passe. On peut utiliser des variables d'environnement. On peut utiliser des fichiers de configuration, mais surtout ne pas publier les fichiers de configuration quand il y a des mots de passe, donc les laisser vides ou ne pas le faire, faire un template. Donc, tous ces standards-là doivent être respectés lors du développement, bien sûr, mais aussi à le standard de Secure Development Lifecycle, donc cycle de développement sécurisé, où par exemple on a des scans, on a des vérifications, on ne laisse jamais sortir un code qui contiendrait ce genre d'informations. Alors, les projets internes, bien sûr, il y a le GitHub public que vous connaissez, mais aussi il y a les entreprises ou les organisations qui ont leur propre GitHub privé. Donc moi, je vais parler aussi de ça parce qu'on est concerné à SAP. C'est que la mentalité de certains, c'est vu que je code dans un GitHub interne ou un Git interne, même si je fais du push sur des informations confidentielles, c'est pas grave, ça reste en interne. Mais en fait, c'est ça l'une des erreurs qui est souvent faite, parce que même si on est en interne, il y a le risque de fuite. Alors, le risque de fuite, c'est quoi? C'est quelqu'un, pour une raison X ou Y, va cloner ou va faire un push sur le GitHub public.
Ça peut être une erreur parce qu'il s'est trompé de compte, et ça arrive plus souvent que ce qu'on pense. Ça peut être aussi, là on est en télétravail, j'ai pas envie de passer par le VPN ou j'ai pas ma clé ou autre, je vais faire une copie sur le GitHub public et je vais travailler sur le code sur le GitHub public, bien sûr sans sécuriser. Et là on pousse le code interne avec le public. Mais aussi il y a les raisons intentionnelles. En fait il faut savoir qu'il y a dans plusieurs cas des personnes au sein d'une entreprise ou d'une organisation qui vont cloner des repositories qui sont privés pour diverses raisons, mais on a vu, nous, plusieurs cas de grosses entreprises, dans la finance et autres, dans la défense aussi, où on avait des projets entiers qui étaient pushés sur GitLab ou GitHub. Et bien sûr, ces projets qui étaient censés rester en interne, donc au-delà de l'IP, donc de la propriété intellectuelle, il y a aussi les secrets qui n'étaient pas sauvegardés. Donc on trouve énormément de fuites intentionnelles justement pour publier ce genre d'informations. Aussi, il y a les cas où on a les sous-traitants. Par exemple, je prends le cas de SAP, on a nos clients qui utilisent nos accès, nos services cloud. Et sauf que le client, au lieu de prendre la formule 100% SAP, il va prendre un prestataire moins cher et le prestataire va lui mettre en place, développer, etc. Et le prestataire, il ne fait pas attention, bien sûr, il push son code sur GitHub et il push aussi l'accès à toute l'infrastructure cloud du client sur GitHub. Alors, et bien sûr, tout ce qui est scanner de code traditionnel, donc vulnérabilité, ne détecte pas les secrets. Ils ne sont pas faits pour détecter les secrets, en tout cas pour l'instant, même s'il y a certains, ils ont disons des règles basiques, mais la plupart ne sont pas faits pour ça. Alors, vous me direz, GitHub dans tout ça. GitHub, actuellement, ils ont mis en place une sorte, ce qu'ils appellent GitHub Advanced Security. C'est pour les clients, donc c'est payant. Et ils proposent trois solutions, donc du code scan, vulnérabilité classique. Il y a aussi tout ce qui est dépendance, donc gestion des dépendances des librairies qu'on utilise dans le projet, mais aussi ils ont un secret scanner. Alors on l'a testé, ce secret scanner, en interne. Donc automatiquement, il fait des alertes si on pousse un secret. Mais pour eux, un secret, c'est une clé d'API. Une clé d'API, c'est quelque chose qui est formaté, standardisé, qu'ils peuvent trouver très facilement en utilisant des expressions régulières. Donc j'ai discuté avec le product owner du Secret Scanner de GitHub, et j'ai dit, mais c'est très limité, les clés AWS ou Azure ou autres. Il y a aussi les mots de passe, où il y a tout ce qui est token non standardisé. Il m'a dit, oui, mais bon, pour l'instant, ça nous suffit. Et pire que ça, en fait, ils encouragent leurs clients à formater leurs clés, ou en tout cas leurs tokens, pour pouvoir les retrouver plus facilement. Donc il m'a nommé certains clients qui ont décidé de changer leur façon de faire les mots de passe pour qu'ils puissent les retrouver facilement. Bien sûr, c'est pas la solution, hein. On va pas forcer les gens à mettre des standards dans leurs clés ou dans leurs mots de passe pour les retrouver plus facilement. Donc, est-ce que c'est suffisant? Clairement non, parce que quand on parle d'accès à la base de données, à des mots de passe classiques, ça ne fonctionne pas. Alors, le problème des faux positifs, et c'est ça, disons, le corps du problème. Quand nous, on a commencé à identifier ce genre de fuite, on a dit, bon, on va prendre des outils open source ou même des outils payants. On a testé des outils payants, GitGuardian, pour ne pas les nommer ou autres. On s'est rendu compte que, en fait, ces outils étaient très efficaces pour tout ce qui est clé standardisé, mais dès qu'on arrivait à du mot de passe, là on avait on a chiffré à 80% de faux positifs parce qu'on cherche le mot password, par exemple, dans un code, et ensuite on prend le string qui est juste à côté et on dit ça pourrait être un secret. Et là, on est vraiment dans du faux positif pur et dur. Donc, on a dit, on a
bien sûr nos GitHub internes, on a des millions et des millions de lignes de code, des projets, etc. Et il n'était pas question de perdre son temps à trier les faux positifs. Donc on s'est dit, bon, on va voir pourquoi ces faux positifs existent. D'abord, on a vu qu'il y a dans le code, il y a la partie test. Et la partie test contient des faux mots de passe dummy, juste pour le test. Donc c'est non productif. Il y a aussi la documentation, pareil, c'est pas du vrai mot de passe. Donc ça, c'est la partie facile. Juste en identifiant ça, on peut déjà mettre de côté à peu près 30% des faux positifs. Maintenant, quand il s'agit des mots de passe, réellement, là, on a essayé de réfléchir pour comment identifier du vrai mot de passe. Donc, pour ce faire, donc, on a créé un outil qui est open source, qui ne va pas chercher, en utilisant du machine learning, les fuites, mais on va utiliser des expressions régulières, comme tout le monde, parce qu'on est capable de tout couvrir avec les expressions régulières, mais par la suite, on va réduire les faux positifs, qui est réellement le problème. Donc, premier truc facile, c'était créer un modèle qui permettait de réduire les faux positifs, qui était lié au test. Et exemple, ça c'était facile, on a appelé ça le path model, parce que on analyse le path d'un projet pour identifier si cette partie du projet est utilisée pour le test ou pas. Et la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle le password model. Alors ce qu'on fait, donc on cherche dans le code la partie où il y a mot de passe, ou en tout cas tout le vocabulaire lié au token, mot de passe, secret, etc., etc. Et ensuite, on identifie la clé, la valeur, et la valeur, on a entraîné un modèle pour reconnaître les valeurs des mots de passe. Donc, les mots de passe, disons, où il n'y a pas une forte entropie, parce que c'est facile de trouver un mot de passe avec une forte entropie. Certains outils payants le font, donc c'est assez efficace, mais il faut savoir que une grosse partie des mots de passe n'ont pas une forte entropie. Quand on voit les mots de passe qui circulent, la plupart du temps, c'est très lié au nom du projet. Par exemple, ils ne se cassent pas trop la tête pour... je vais vous montrer des cas, mais vraiment, où c'est pas des mots de passe très compliqués. Donc l'entropie, éliminée. Ce qu'on a fait, on a entraîné sur des centaines et des centaines de milliers de vrais cas avec les types de mots de passe. Et du coup, on est capable de retrouver les clés et les valeurs qui sont liés au mot de passe. Donc, cet outil SAP ne fait pas de produit de sécurité, donc on a décidé de le mettre en open source, le faire partager, et il est utilisable pour n'importe quelle Git plateforme, même s'il est, disons, amélioré pour GitHub. Donc, il se peut que sur GitLab, vous ayez peut-être plus de bugs, mais en tout cas, sur GitHub, que ce soit un GitHub public ou interne, on peut scanner on peut scanner les repositories. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc, on a un scanner statique, qui est open source, qui est sur GitHub et PyPI. Alors, l'idée est très simple. On prend le répertoire, on prend l'utilisateur ou l'organisation, et on scanne tout, et on obtient le résultat derrière avec tous les secrets qui ont été identifiés. Donc on a une API, on a une interface utilisateur. Et pour tout ce qui est machine learning, notamment le modèle de mot de passe, qui est vraiment le cœur de ce qu'on fait, c'est aussi open source, on l'a mis sur Hugging Face. Donc la dernière version qui a été publiée il y a un mois, même 3 semaines en fait, là j'ai pris la capture hier, a été téléchargée 7646 fois. Et on a eu beaucoup de téléchargements et d'utilisation de la dernière version de l'outil. En plus, donc nous, on essaie vraiment de faciliter, d'automatiser au maximum cette partie-là. Du coup, on a fait un org monitoring qui permet, une fois qu'on a fait un scan, juste de monitorer une organisation pour que dès qu'on a un nouveau commit, on l'identifie, ensuite on remonte, en cas de problème, on remonte l'information via un email avec une alerte et avec une UI qui est dédiée. Donc, ça c'est l'outil... Ah, vous voyez pas. Ah, c'est dommage. Et voilà, ça c'est l'outil. Vraiment très facile à utiliser. Donc on a par exemple ici les règles.
on peut mettre n'importe quelle règle, on peut utiliser les règles qui sont utilisées par les autres outils, vous pouvez créer vos propres règles. Mais donc l'important des règles, c'est connaître votre notion de confidentiel. Donc si vous avez d'autres informations confidentielles, vous pouvez les mettre dans vos règles. Et ensuite, pour scanner une organisation en repository, vous mettez l'URL et ensuite vous lancez le scan. Et il va vous sortir des scans de ce type-là, par exemple des résultats. Donc on a deux types de vues, ou une vue par fichier, ou une vue sur tous les résultats. Et là, on voit ce qui a été détecté, tout ce qui est leak et tout ce qui est faux positif. Nous, ce qui nous intéressait, tout ce qui est leak, et hop. Et derrière, par exemple, on a le mot de passe qui a été leaké. Et bien sûr, pour le retrouver, on va vers le commit ID et on va le rechercher sur GitHub. Et on va retrouver, par exemple, ça c'est un exemple de test. Maintenant, le GitHub Monitor. Le GitHub Monitor, ça c'est du réel. Et vous voyez le type de mots de passe qui sortent. C'est en temps réel, ça tourne. Bon, vous n'y aviez pas accès, bien sûr, mais c'est ce genre de mots de passe qui sont en train de sortir et pas forcément du mot de passe très compliqué. Donc là, avec le GitHub Monitor, on reçoit des alertes là-dessus et on peut créer des tickets. Par exemple, on peut créer un ticket Jira, une issue GitHub ou même Slack ou autre pour gérer ce genre d'informations. Voilà, donc ça c'était pour la petite démo. Maintenant, alors, comme je disais, notre différenciateur avec ce qui existe en open source ou les solutions payantes, c'est le faux positif. Alors, on a fait des études, on a fait une première publication en début d'année. On va faire une deuxième, là, parce qu'on avec notre nouveau modèle, on a recomparé nos résultats avec ceux de la concurrence. On a vraiment le taux de faux positif le plus bas possible. Bien sûr, on n'est pas à 100% de réduction de faux positifs, on est autour de 94-96. Et même si on a des faux positifs, il y a la possibilité, on a intégré un similarity model. Quand vous déployez l'outil, si vous marquez en tant que faux positif, tout ce qui ressemblera à ce pattern sera par défaut mis en tant que faux positif. Donc ça, même au niveau du triage, on a essayé d'accélérer la partie faux positif. Bien sûr, on a une UI basique, certes, mais aussi moins belle que celle qui est proposée dans les outils commerciaux, mais franchement, elle est très utilisable comparée à l'open source. Si je compare avec l'open source, on est vraiment au-dessus au niveau user experience. Donc il peut être utilisé en interne ou en externe, comme je disais. Et voilà, donc vous pouvez... on peut automatiser les scans et vous pouvez y contribuer. Franchement, on a eu des contributeurs externes qui ensuite ont été embauchés à SAP et là maintenant ils font partie de l'équipe et ils sont en train de développer. Donc n'hésitez pas à le tester, le déployer. Vous avez des Docker, vous pouvez le déployer en Docker et pour le tester comme ça et vous êtes les bienvenus pour contribuer. Voilà. Merci. Alors le prix, c'est peut-être plutôt le prix des vulnérabilités qu'on va détecter. C'est ça. Est-ce qu'il y a des questions? Si vous avez des questions, s'il vous plaît, approchez-vous des micros qui sont là debout, n'ayez pas peur. On a le temps pour quelques questions. Je ne peux pas croire que personne n'ait de problème de sécurité. Ah, une question là. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher rapidement du micro, faire le tour? Bonjour monsieur. En fait, à plusieurs reprises, vous avez utilisé le terme UI. UI, ça veut dire quoi? C'est une surcouche? Non, c'est l'interface. Ah, c'est l'interface. Ah, d'accord. User interface, pardon. D'accord, je vous remercie. Oui, merci. Vous avez vraiment axé sur les faux positifs.
Mais au final, les faux positifs pour un problème comme ça, c'est peut-être pas le plus grave, c'est peut-être plutôt les faux négatifs. Et ça, vous n'avez pas parlé du score dans ce domaine. Ça m'intéresserait de savoir plutôt, voilà, quelle est la part de faux négatifs que vous n'arrivez pas à détecter, quoi. Alors, le faux négatif, c'est difficile à identifier parce que par défaut, on s'est rendu compte que si on utilise des expressions régulières, alors quand est-ce qu'on a un faux négatif? C'est quand, par exemple, quelqu'un utilise un mot de passe, mais il ne donne aucune indication sur le fait que ce soit un mot de passe. Je crée une variable V, et à un moment donné dans mon code, je vais lui émettre une valeur. Qui est mon mot de passe? Il n'y a que moi qui le sais, qui le sache. Après, si on utilise des conventions basiques, à savoir password, mot de passe ou autre, tout le vocabulaire, on est capable de le trouver. Bien sûr, secret, token, on a vraiment un vocabulaire assez élevé. C'est très difficile de savoir ce qui passe au-delà. Mais tout ce qui est clé, tout ce qui est token, RSA, n'importe quel type de secret lié à ça, on est capable de le trouver avec les expressions régulières parce qu'on sait que voilà, c'est comme ça qu'on le code. Maintenant, on peut aller au-delà aussi. Il n'y a pas que ce genre de secret. Il y a les adresses IP, il y a autre chose. Très difficile de quantifier le faux négatif. Mais en tout cas, le vrai problème, d'ailleurs, quand on va scanner des repositories qui sont assez volumineux, c'est vraiment plus le faux positif que le faux négatif. Mais bon, oui, c'est vrai que... Mais on a la possibilité, pareil, si on trouve un faux négatif, de le mettre en tant que leak, et le similarity model va mouliner pour ressortir tout ce qui ressemble à ça et le mettre en faux, en trou positif. Merci. Merci.